Conversation, un podcast proposé par l'association Fat City Grand Paris. Système alimentaire, système complémentaire. Une discussion de Sébastien Golzer, de Verger Urbain, et Damien Roussat, de WeShare. Je vais me présenter peut-être plus longuement. Donc, je suis Sébastien Golzer, je fais partie de Verger Urbain, qui est une asso qui intervient dans le monde de l'agriculture urbaine depuis bientôt 10 ans. Voilà, donc l'idée c'est que on ramène, enfin ce qu'on cherche, c'est ramener la production alimentaire dans les espaces urbains, notamment dans les espaces denses, dans les espaces publics, les espaces collectifs, et surtout en intégrant les habitants, les citadins dans la démarche. Et du coup, à partir de là, on développe plein de stratégies pour aborder ces questions et voir définir des modalités d'implication des habitants, définir des types de projets, et puis surtout parfois aller vers des réflexions plus globales, notamment sur les enjeux alimentaires plus largement, quoi. Et, voilà, on est pas mal impliqué dans Centrino aussi sur ce volet alimentaire et ce volet expérimental. Du coup, je vous avoue qu'on se connaît déjà un peu avec Damien, parce que forcément, quand on est sur un sujet, le monde est petit, du coup, on sait. Merci Sébastien, moi je suis donc Damien Roussat. Alors j'ai peut-être plusieurs casquettes pour cette thématique. Donc effectivement, je suis membre du collectif WeShare, que je ne définirai pas parce que ce serait trop compliqué. Je développe les projets en lien avec l'alimentation dans cette association qui est un collectif aussi de freelance. À titre aussi militant, on va dire bénévole, il y a 4 ans, j'ai cofondé une coopérative alimentaire autogérée dans le Val d'Oise, qui aujourd'hui est une épicerie participative avec un jardin partagé et une programmation d'ateliers divers sur la fabrication de savon, sur les boissons fermentées, sur plein de choses. Également, aujourd'hui, depuis à peu près 1 an, je travaille sur une autre initiative qui s'appelle Chrysalim, et donc qui est née au moment du Covid et dont je reparlerai peut-être, sur le sujet de savoir comment on fait pour traiter le sujet alimentaire entre ces 2 échelles qui sont l'échelle territoriale, où on va avoir la collectivité en responsabilité, qui a responsabilité notamment de la restauration collective, par exemple, et donc ça veut dire avec un volume de bouche à nourrir, entre guillemets, et des tas d'initiatives de terrain qui peuvent être publiques, qui peuvent être privées, qui peuvent être citoyennes, qui, elles, agissent parfois comme des démonstrateurs de choses qu'on pourrait faire autrement. C'est le cas de certains tiers-lieux, de jardins pédagogiques, de plein de choses d'ailleurs dont Sébastien pourra parler bien plus en détail. Et voilà, comment on réconcilie ces 2 échelles ou comment on essaie de faire projet commun. Il y a quelques réponses, mais le sujet n'est pas si simple. Tu interviens à deux échelles, du coup tu développes un projet concret à travers cette épicerie, puis dans d'autres initiatives, et puis aussi à une échelle plus globale qui est sur ce qu'on appelle les systèmes alimentaires, c'est ça. À travers, je sais pas, c'est le projet Chrysalim, je sais pas si... Alors, oui, peut-être on peut dire un petit mot là-dessus, puisqu'on parlait d'open source tout à l'heure. Alors effectivement, donc autour de ces sujets de systèmes alimentaires complémentaires, on va dire qu'on trouve quand même 2 clans, entre guillemets. Je vais parler de clans un peu pour cliver le débat. On va dire il y a le clan de la transition alimentaire, avec beaucoup d'initiatives qui mettent au cœur la transition écologique et solidaire, et notamment l'engagement citoyen, la réappropriation de l'alimentation par les habitants, tout ça. Donc vraiment, et on trouve beaucoup d'initiatives qui se développent, d'agriculture urbaine, mais pas que, aussi d'accessibilité à l'alimentation, d'action sur le sujet de la précarité, sur plein de choses. Et donc,
on pourrait dire que dans la transition alimentaire, il y a un enjeu que le rapport à l'alimentation il soit qualitatif, on va dire. Et que donc il y ait une autonomie aussi de la personne vis-à-vis de son alimentation, dans la façon pas seulement de consommer, mais aussi de produire, de transformer, de cuisiner et ainsi de suite. C'est-à-dire c'est pas seulement qu'est-ce que je mange, c'est aussi comment je fais mes courses, avec qui je cuisine, comment je cuisine, et ainsi de suite. D'où le sujet peut-être de système, entre guillemets. Et là, on va trouver une panoplie d'initiatives. Il y en a plein qui sont hyper intéressantes. Voilà, on pourrait parler des fermiers généreux, des jardins de traverse. Là-dessus, tu as vraiment beaucoup de trucs à dire et j'espère que tu vas prendre la parole là-dessus, peut-être. Ouais. Voilà, peut-être déjà tu peux dire un mot de ça et puis on pourra parler aussi, parce que c'est important d'en parler après, d'un autre clan qui est celui du nouvel agrobusiness, entre guillemets, qui lui se préoccupe de prendre en responsabilité le fait de nourrir la population et de dire, ben oui, il y a la production, il y a machin, mais il y a 60 millions de Français et comment on les nourrit demain. Et pour faire ça, ben, on peut avoir recours notamment à des technologies, à des tas de choses, des robots dans les champs, des capteurs à gogo, des tas de choses, voilà. Et c'est une autre façon de proposer des solutions. Comment ces deux milieux ils se parlent, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. C'est un petit peu ça qu'il faut explorer avec cette notion de système alimentaire complémentaire. Donc peut-être, enfin Sébastien, tu pourrais nous raconter un petit peu ces initiatives peut-être ? Du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un enjeu qui est de considérer l'alimentation comme un commun, enfin, considérer le droit à l'alimentation, à une alimentation saine et éventuellement locale même, comme un commun auquel tout le monde doit avoir accès librement, voire même parfois gratuitement. Et c'est un peu cet enjeu qui nous motive à Verger Urbain. C'est pour ça que du coup, on s'investit beaucoup dans les espaces publics ou les espaces collectifs. Et quand je dis espaces collectifs, ça peut être investir des friches, des espaces délaissés dans des recoins, des interstices urbains. Mais ça peut être aussi intervenir en pied d'immeuble, notamment avec les bailleurs sociaux ou alors avec des copropriétés qui souvent ont des grands espaces verts ou moins verts qui sont délaissés, qui ne sont pas investis par la population. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est développer des usages sur ces espaces avec les habitants, les faisant participer. Et en général, le meilleur usage qu'on trouve, c'est d'amener une... Ouais. Ouais. Du coup, ça nous amène à aborder la question alimentaire, qui justement est une manière de rendre le plus utile possible ces usages. Et en fait, le fait de créer un jardin, c'est quelque chose qui fédère facilement les habitants. C'est quelque chose d'à la fois concret et puis qui permet d'aborder plein d'autres enjeux liés à l'environnement, liés au lien social. Voilà, il y a un gros enjeu, notamment dans les cœurs de villes où un enjeu de créer des espaces de rencontres. Et le jardin, la production agricole, ça peut parfois être un prétexte pour ça, quand c'est... parce que c'est vrai, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'enjeu principal de la production au cœur de la ville n'est pas tant produire des aliments, de la nourriture, c'est aborder d'autres enjeux, que ce soit environnementaux, sociaux ou même paysagers, avec cette idée de valoriser le cadre de vie en créant des jardins et amener la biodiversité, etc. Et ça peut prendre place, ça peut nous amener à développer différents types de projets autour de l'agriculture urbaine. Donc on connaît souvent les jardins partagés, les jardins familiaux, on connaît les jardins de rue, notamment avec la dynamique de végétalisation de l'espace public. On connaît des fermes urbaines qui peuvent prendre place
sur des toitures, par exemple, pour produire à la fois soit des légumes, des fleurs coupées, des micro-pousses, ou alors on peut trouver des champignons dans les sous-sols. Voilà, il y a tout un tas de formes comme ça qui peuvent prendre place dans ces espaces urbains qui sont dénués d'usage en général. Et à partir de là, très vite, Verger Urbain a voulu se poser des questions sur comment on se nourrit quand même, enfin, sur ce rapport à l'aliment et du coup à se connecter sur réfléchir au territoire autour des villes. Comment on se connecte, voilà, aux paysans voilà, qui sont localisés dans la région, et comment on crée des liens entre eux et les citadins dans les quartiers. Voilà, c'est pour ça qu'on a été amené à réfléchir à un projet qui s'appelle Quartier Nourricier. D'ailleurs, on a été amené on est toujours amené à travailler ensemble là-dessus, quoi. Et du coup, je sais pas, pour continuer à échanger, on peut se poser cette question de comment on crée un lien entre le global et les systèmes alimentaires territoriaux qui bien souvent sont déconnectés de la base. Je pense qu'il y a un besoin de les reconnecter sur les territoires et notamment dans les quartiers. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce concept de système alimentaire hyper local. Et puis fédérer toutes ces initiatives qui sont dispersées souvent, qui ont très peu de liens entre elles, que ce soit ceux qui produisent de la nourriture, ceux qui distribuent, ceux qui sont dans la restauration, ceux qui recyclent ou gèrent les déchets, notamment l'aspect compostage. Et voilà, et souvent ces acteurs n'ont pas de lien entre eux. Du coup, les systèmes territoriaux qui sont souvent à l'échelle de la métropole sont rarement connectés sur ce territoire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je me dis que peut-être ça mérite de recontextualiser un petit peu ce sujet pour qu'il y ait une compréhension plus large, peut-être des enjeux que ça recouvre finalement, ce sujet alimentaire, puisque c'est assez récent, je pense, qu'on en parle de façon entre guillemets systémique, comme quelque chose qui est un système. Avant, c'est plutôt, il faut manger, on mange, quoi. Voilà. Hop, je vais acheter, je vais faire mes courses, je vais au restaurant, je mange. Et donc, pour vous projeter un peu là-dedans, je pense qu'il y a un exemple qui est très simple. C'est vraiment le confinement, le début du confinement. J'aime beaucoup cette image. Et moi, ça a été un moment très marquant aussi pour moi. C'est qu'à un moment, il y avait cette semi-panique avec certains rayons de supermarché vides sur des pâtes ou de la farine. Et à ce moment-là, je pense que je regardais une web-série qui s'appelle L'Effondrement, qui était produite par Les Parasites. Et le premier épisode, je ne sais pas si vous connaissez cette web-série qui est très très forte. Le premier, c'est sur un peu un scénario J+2 après l'effondrement. Qu'est-ce qui se passe dans un supermarché? Et le petit vent de panique qu'il y avait là-dessus, il ressemblait un peu à ça. On se dit, mais attends, il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de pâtes, de farine. Je fais comment? Tu as un plan? Il faut que j'aille acheter. Et il se trouve que à ce moment-là, l'épicerie coopérative, dont ça faisait 3 ans qu'on travaillait sur le projet pour que ça ouvre, elle était enfin prête. Et on venait d'acheter 20 kilos de farine en vrac. Et donc nous, on avait de la farine, mais on n'était pas encore tout à fait ouvert. Et les supermarchés n'avaient plus de farine. Et cette image-là, pour moi, elle est forte. Et j'ai eu une discussion avec ses collègues en disant, mais attends, nous, on a une alternative à proposer, là, tout de suite, concrètement. On va ouvrir cette épicerie avec les moyens du bord. Et on peut proposer de la farine quand il n'y en a plus dans les supermarchés. Alors bon, les supermarchés, ils se sont adaptés très vite et ils ont rempli. Mais donc, je pense que c'est important de mettre ça dans une perspective concrète. Demain, le système alimentaire que vous connaissez, il a un petit problème qui peut être un problème de logistique, par exemple. S'il n'y a plus d'approvisionnement, là, il y a des vraies crises qui viennent très, très vite. Pour ça, on a des chiffres qui sont très intéressants. C'est-à-dire que l'autonomie de Paris, par exemple, si on coupe toutes les voies d'arrivée, c'est 3 jours. Ça veut dire que si on est à huis clos, 3 jours après, il n'y a plus de nourriture. Donc, autant vous dire que c'est la guerre civile, quoi.
Et donc c'est intéressant de voir qu'avec le Covid et la fermeture des frontières, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, légers certes, mais qui ont laissé toucher du doigt, permis à des gens de toucher du doigt ça, et clairement, il y a des tas d'institutions, dont la FAO, dont l'ONU, tout ça, qui ont publié là-dessus en disant, attention, la crise, elle a vraiment révélé les fragilités du système alimentaire mondialisé qu'on connaît tous, en disant que peut-être que ce fonctionnement de chaînes très très longues à l'international, il pouvait poser des soucis en cas de reconfiguration des rapports de force nationaux et tout ça. Et à côté de ça, il y a des tas de structures qui travaillent depuis des années sur plein de projets alternatifs qui ont pris la lumière de ça en disant en fait, Coco, ça fait 20 ans qu'on fait ça sur le territoire, c'est une vraie alternative, c'est concret. Et donc c'est intéressant de voir que comment d'un coup, toutes ces petites microstructures qui ont la solution, des solutions chacun là-dessus, en fait, elles ne sont pas aujourd'hui organisées comme un vrai système, entre guillemets, et donc capables de répondre aux besoins du territoire. C'est-à-dire que si demain on coupe tous les flux d'approvisionnement, non, toutes les petites structures ne sont pas capables de répondre, comment dire, de façon formelle à SOS. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la vitesse d'organisation de toutes ces structures au moment du Covid, et là on peut parler sur de la distribution alimentaire pour les plus nécessiteux, sur de l'écoulement de produits qui allaient se périmer pour des producteurs, sur des tas de choses comme ça, il y a eu une flexibilité, une rapidité d'action qui était très supérieure à ce qu'on a pu voir dans les plus grandes chaînes. Donc je pense que c'est dire ça pour recontextualiser un peu le sujet, de dire en fait comment ces fragilités, elles nous invitent, et il y a un consensus autour du fait qu'il faut vraiment transformer ce système. Maintenant, comment on le fait et vers où on le fait, ça c'est une autre question. Et chacun a un peu son avis là-dessus, ce qui pose un ensemble de problèmes. Donc ce qui est intéressant, je voulais recontextualiser et te poser peut-être cette question, Sébastien. Est-ce que finalement on peut nourrir Paris avec les fermes urbaines, les jardins partagés et ce qui serait une sorte de ville comestible ? On raisonne à l'échelle de Paris, c'est un peu compliqué. Alors peut-être qu'on peut être autonome en champignons si on investit la plupart des sous-sols ou en endives, peut-être en micro-pousses. Voilà, si on peut être autonome sur des niches. Mais c'est pas en cultivant sur les toits, en créant des jardins en pied d'immeuble qu'on va nourrir Paris. Voilà. Du coup, est-ce qu'on répond souvent non. Hélas. Alors peut-être qu'à l'échelle de la région, voire même à l'échelle du bassin parisien, là il y a des chercheurs qui se sont pas mal posé la question et qui ont vu que si on changeait un peu de régime alimentaire, avec peut-être 2 fois moins de viande, on pouvait être autonome à l'échelle du bassin parisien. C'est-à-dire que on pouvait se nourrir, y compris en céréales, etc. Parce que quand on se pose la question de l'autonomie, faut se demander en quoi. En légumes, c'est pas trop compliqué, ça prend pas trop de surface. Je pense qu'une ceinture nourricière autour à petite distance de Paris pourrait nourrir la plupart des habitants, un peu comme c'est ce qui se faisait au 19e siècle. Paris était autonome au moins en légumes, quoi. Et il y avait 1600 hectares de production légumière dans Paris à une époque. Il y a pas mal de quartiers portent encore par leur toponymie les traces de ce passé, avec le Marais, le quartier des maraîchers, ou aussi d'autres productions alimentaires, comme la rue des Vignoles. Enfin, les traces de ce passé, il est omniprésent à Paris. Alors très vite, ces maraîchers se sont éloignés de Paris pour investir la banlieue. Il reste quelques traces encore qui maintenant sont commencent à être réinvestis. On le voit à Montreuil ou un peu en Seine-Saint-Denis, où là les collectivités ont pris conscience qu'il fallait maintenant préserver ces dernières terres. Mais voilà, là, c'est pas non plus ces quelques terres qui restent de l'approche couronne qui vont permettre de nourrir Paris. Par contre, ça permet de
de ramener ces questions alimentaires dans le débat, la question de la proximité, la pédagogie, etc. Mais par contre, là, maintenant, l'enjeu, c'est de se connecter au territoire un peu plus lointain. Donc ça nous amène vers le plateau de Saclay, le triangle de Gonesse, les terres autour de Roissy, ou dans les confins de Seine-et-Marne, où là, il y a pas mal encore de terres. Mais malheureusement, ces terres de la région Île-de-France sont un peu consacrées à une monoculture, quoi. C'est principalement des céréales. C'est 50% du territoire de la région est consacré à l'agriculture. À l'agriculture, dont principalement des céréales. Du coup, on pourrait se dire, pourquoi on ne convertit pas ces productions pourquoi on ne produit pas plus de légumes sur ces terres? Après, ce qu'il faut se dire, c'est que aussi ces terres sont très propices à la culture céréalière, que les productions de céréales, qui, elles, nous nourrissent énormément, ont toujours, depuis l'Antiquité, été éloignées des villes, déconnectées des territoires. Mais par contre, on peut dire qu'il y a quand même d'autres formes à réintégrer dans le cœur des villes, notamment avec un rapport de proximité pour nourrir les citadins. Voilà, il y a plusieurs formes d'agriculture à redévelopper, comme il y avait jusqu'au 19e siècle, où voilà, il y avait comme une organisation concentrique à partir du cœur des villes, où la première couronne, on produisait à la fois du lait et des légumes. Un peu plus loin, c'était des cultures de céréales. Encore un peu plus loin, c'était des pâtures. Et plus loin, les forêts. Voilà, c'était une organisation assez claire qu'on avait autour des villes, mais qui s'est très perdue avec le développement industriel, quoi. Mais je pense que maintenant, avec cette question de résilience, on pourrait essayer de retrouver cette organisation d'avant, avec toute une logique assez vertueuse où, par exemple, les maraîchers venaient à Paris ou à Halles amener leurs légumes, puis ils repartaient avec les déchets de la ville, notamment ce qu'on appelait les boues, avec les fumiers de cheval et même les excréments humains pour enrichir leur sol, quoi. Et voilà, il y a tout un tas d'échanges, d'équilibres qui s'étaient créés jusqu'à une époque et qu'on pourrait retrouver, tout comme des techniques qui se sont perdues de fil en aiguille. Du coup, pour revenir à cette question, en effet, peut-être que l'enjeu, c'est pas tant de tout produire localement, mais c'est de créer des boucles de relations vertueuses entre les intrants et les extrants, utiliser au maximum les ressources locales pour produire de la nourriture, avoir une logistique optimale. Et voilà, sachant que depuis très longtemps, il n'y avait pas forcément un besoin de proximité pour certains produits, comme je reviens sur les céréales. À la limite, c'est pas grave si ça vient de plus loin, parce que ça se transporte facilement. Voilà. Par contre, on peut aller vers un régime alimentaire plus tourné vers les légumes, les fruits, etc., quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais, peut-être là, moi j'aimerais avancer un autre chiffre aussi pour un peu flippant quand même, parce que moi je trouve que c'est un sujet là en ce moment qui est très préoccupant. C'est qu'en gros, 97% de ce qui est produit en Île-de-France est exporté à l'international et 97% de ce qui est consommé en Île-de-France est importé de l'international. En gros à peu près. C'est-à-dire que le ratio de ce qui est réutilisé sur le territoire, pas que l'international, par exemple, le reste du national aussi. On est sur 3% à peu près d'utilisation, vraiment en boucle vertueuse de ce qui est produit. Donc ça, c'est choquant. Moi, ça me choque. Et là, il y a une sorte de préjugé, un peu qu'on a tous, de dire, en fait, la relocalisation, c'est simple. On arrête d'envoyer à l'international ou au reste, et on consomme sur place. Voilà, c'est facile. Et en fait, c'est pas du tout facile. Pourquoi? On va prendre quelques exemples quand même. Les céréales, c'est un bon exemple.
Parce que dans les monocultures qu'on va trouver, notamment par exemple en Picardie ou à côté, eh ben en fait, on est sur des structures d'exploitation agricole qui sont déjà très contraintes par le modèle financier, beaucoup d'endettement et ainsi de suite. Et surtout, qui ne s'occupent pas directement de leurs débouchés, qui confient à des coopératives agricoles souvent la vente sur des marchés à terme, principalement des productions céréalières. Donc on va dire que voilà, je produis tel type de blé sur 280 hectares à peu près, qui serait une moyenne exploitation céréalière. Et ça, je le vends à la coopérative à tel prix, et moi j'en touche telle rémunération, et voilà. Donc demander à cette agriculture-là, demain, de s'occuper en plus de tout ce qu'il fait déjà, d'aller revendre des parties de sa production sur le territoire, c'est-à-dire de faire un travail de commercialisation, de tout ça et tout, déjà c'est beaucoup à demander. Et en plus, ce n'est pas forcément les mêmes blés, les mêmes calibres, les mêmes choses qui sont utilisées. Par exemple, si vous voulez aller vendre à la minoterie à côté qui va faire de la farine pour du pain, ce n'est pas le même calibrage de blé. Donc ce n'est pas ce blé-là comme ça exactement. Donc l'agriculteur, il ne peut pas tout seul faire sa conversion, entre guillemets, et c'est même pas forcément économiquement viable pour lui, et ainsi de suite. Donc il y a un sujet déjà qui est assez fort là-dessus, et d'autant que on va avoir des micro-besoins. Par exemple, il faudrait ici 10 tonnes là, 5 tonnes là, machin truc, et donc peut-être qu'il faudrait diversifier les productions pour que on puisse répondre à ces différentes demandes et tout ça, même si c'était que sur du blé. Et donc ça demande aussi tout un travail qui n'est pas sans coût. Il faut arrêter de faire la même chose sur toute la parcelle, c'est pas les mêmes rythmes peut-être, c'est pas les mêmes flux d'irrigation, de plein de trucs. Donc en fait, ça demanderait encore aussi beaucoup de travail, et c'est une vraie démarche en fait. Et on ne peut pas dire demain, les agriculteurs, allez-y quoi, on vous attend pour faire la transition, il n'y a plus qu'à. Et donc c'est un premier point que ce sujet de la relocalisation, en fait, il est vraiment pas simple. C'est pas du tout simple. Et on pourrait parler d'un autre, tu en as parlé un peu, tu as dit, voilà, si on refait une ceinture verte, on pourrait nourrir tout le monde avec des légumes. Mais on a un autre problème en Ile-de-France aussi et un peu partout, c'est le foncier, c'est l'accès au foncier. Donc le foncier, il est, comment on dit, il est accaparé un peu par plein de gens, mais qui ne sont pas forcément, enfin des familles, des foncières, des trucs comme ça. Et donc demain, c'est pas forcément le même usage des terres agricoles qu'on veut faire pour du maraîchage ou pour de la céréale. Par ailleurs, un maraîcher qui fait 350 hectares de légumes, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. En général, voilà, ça dépend. On peut être sur, je sais pas, 10, 20, 40 hectares peut-être pour les gros. Mais on va avoir plein de gens qui ont envie de faire des micro-fermes, par exemple. Et les micro-fermes, on va être sur 1 hectare, 2 hectares. Donc, il y a tout un mouvement de gens qui essaient de dire « mais moi, je veux faire une micro-ferme, je n'ai pas de foncier. Je vais discuter avec des agriculteurs qui ont 300 hectares pour savoir s'ils ne peuvent pas me céder 1 hectare en exploitation pour que je fasse du maraîchage. » Sachant que derrière, il y a une histoire de contrat, de location, de bail, de tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup d'obstacles à cette transformation-là, sans parler de la volonté que chacun doit avoir de le mettre en place. Donc ce qui est intéressant pour reboucler avec ce qui a été dit, c'est que voilà, je pense qu'à ce moment-là, c'est là qu'on a des projets un peu pilotes, des projets un peu phares, qui fonctionnent comme des démonstrateurs quelque part de ce qu'on pourrait faire et qui vont être les pionniers pour lever des freins à la mise en place de tous ces systèmes. Donc on va prendre quelques exemples. Dans le Val d'Oise, j'arrive jamais à me souvenir le nom, Mouille-la-Jolie, il y a un super projet de boucle alimentaire. Donc les boucles alimentaires, ça va être de dire comment à l'échelle d'une ville, on peut mettre en place des actions, par exemple un maraîcher et une entreprise de distribution et un petit atelier de transformation, que ce soit une petite légumerie ou alors c'est un aller-retour avec un atelier de transformation un peu à côté. Comment je peux essayer de créer du bout en bout dans mon système pour montrer que ça marche et que chez moi, dans la cantine par exemple, parce que c'est bien pour les élus de faire finir la chose là, et j'arrive à faire de l'ultra local et que j'ai maîtrisé tous les maillons. Et donc ces démonstrateurs, ils permettent de dire c'est possible, maintenant il n'y a plus qu'à le répliquer à droite à gauche, entre guillemets, quoi. Donc là où je voulais rebondir par rapport à ça, c'est qu'on va avoir, pour faire l'image, donc on a d'une part un gros problème sur la transformation de ce système, avec quand même des enjeux assez forts. On est sur les deux risques majeurs. On parle de résilience. Les deux risques majeurs, un peu, c'est vraiment le risque
de rupture d'approvisionnement. Voilà, donc si les grandes chaînes logistiques elles sont coupées, qu'est-ce qui se passe? On est quand même mal. Et le 2, c'est la baisse de rendement qui est liée à des tas de facteurs, notamment du réchauffement climatique. Donc là, on est par exemple sur les sols, la qualité des sols, et comment, en fait, depuis quelques années, on est sur une stagnation, voire une baisse des rendements agricoles. Donc on va avoir une baisse des rendements ou une stagnation parce que les sols sont appauvris, ne peuvent plus donner, on parlait tout à l'heure de la chimiste, voilà, on n'a plus la qualité du sol qui permet d'augmenter encore le rendement. Et sinon, on a un deuxième sujet qui est les catastrophes ponctuelles, les vignobles avec le gel en février, telle chose, qui font que, bim, les récoltes du moment, on n'est pas protégé pour, on perd 80% de la récolte, et ça va arriver de façon plus fréquente. Donc on a ces deux risques quand même qui nous pendent au nez, et qui font qu'on a besoin non seulement d'avoir des démonstrateurs qui marchent, mais on a besoin aussi de réinventer des imaginaires par rapport à c'est quoi demain les systèmes alimentaires qui vont fonctionner. Et donc c'est pas uniquement fonctionner sur un plan technique, d'approvisionner tout ça, c'est aussi comment on va réinventer notre rapport à l'alimentation, à la nature, au fait de faire pousser des légumes en ville, à côté, sur les terrasses, sur les jardins, tout ça. Donc là-dessus, peut-être, voilà, ça t'évoque un rebond, Sébastien. En effet, il y a un gros besoin de démonstrateurs à la fois pour montrer ce qui est possible aux citadins, mais aussi pour les collectivités. En fait, on manque encore de références, vu que le sujet il démarre à peine. Et du coup, par exemple, là, en effet, on travaille sur la création d'espaces d'expérimentation ou démonstration là, dans Paris. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Vergermain est très impliqué dans un quartier qui s'appelle le quartier La Chapelle, dans le 18e arrondissement. Nous, c'est là qu'on est né, s'est fait notre petit réseau, notre réseau d'acteurs avec les jardins partagés, etc., avec tout un tas d'assauts locales. Donc c'est là qu'on a testé toutes sortes de projets. Voilà, on a mis en place des jardins partagés, on a fait des projets de végétalisation d'espaces publics, on a investi des friches, là on a plus récemment créé une sorte de pépinière sous le métro de la ligne 2 et sur le boulevard de la Chapelle, plus un tiers-lieu. Puis là, encore plus récemment, mais c'est pas encore sorti, c'est pour l'année prochaine, on travaille sur un projet qui s'appelle le Jardin des Traverses, qui est sur la Petite Ceinture, dans le 18e arrondissement. C'est un projet aussi qui est concerné par le projet Centrino, un programme d'expérimentation qui vise à ramener la production dans les cœurs de ville. Et là, c'est un espace où le sol est pollué, hyper contraint. Du coup, on veut démontrer que plein de choses sont possibles, même sur des espaces compliqués comme ça, autour de la production alimentaire ou même de la production d'autres choses. Dans l'agriculture, il n'y a pas que du comestible, il y a aussi la production de fibres, de biomasse, il y a de plein d'autres choses, ou juste de services environnementaux, quoi. Du coup, là, c'est un espace où on veut faire de la production, de la transformation, la restauration, etc. Et de l'expérimentation sur différents types d'aspects plus ou moins liés à l'agriculture urbaine. Et là, à une autre échelle, on travaille aussi dans le Val d'Oise aussi, avec la ville de Villiers-le-Bel. C'est une ville qui est coupée en deux par des centaines d'hectares de terres agricoles qui sont en mode conventionnel, même s'il y a encore d'anciens vergers, mais qui sont complètement délaissés. D'ailleurs, encore récemment, il y a les exploitants qui sont autour de ces vergers abandonnés, ils ont continué à arracher ces vergers pour agrandir leurs terres. Et là, avec la ville, on accompagne la ville pour réfléchir à un autre modèle, et c'est ce qu'on appelle un parc agri-urbain qui vise à concilier la proximité avec la ville, parce qu'on est entouré de quartiers de grands ensembles avec de l'habitat social. Du coup, ce qu'on recherche, c'est voir comment on peut discuter avec ces producteurs pour amener de faire évoluer leurs pratiques, ou voire même racheter leurs terres par la ville,
pour amener d'autres types de production, avec une vocation de démonstration aussi autour de l'agroforesterie, par exemple. Du coup, on veut tester différents modèles autour qui vont associer la production maraîchère, l'arbre, avec la production fruitière notamment, l'élevage, etc. Mais avec à chaque fois différents types de formes, différents types d'arbres, de production, etc. Et tout ça connecté à un système, à des espaces de transformation locaux. En fait, à Villiers-le-Bel, il y a plein de projets là, qui sont en train d'émerger en simultané pour développer, aborder ces questions de l'alimentation. Mais à la fois pour produire, transformer, se restaurer. Même dans le vieux Villiers-le-Bel, on travaille sur la valorisation des espaces, des locaux commerciaux vacants, et il y en a beaucoup. Du coup, on se rend compte que les questions d'alimentation peuvent aussi permettre de réinvestir des espaces pour vendre, se restaurer, etc. Du coup, c'est ça aussi qui nous plaît à travers la question alimentaire, c'est que ça permet de toucher plein d'enjeux et surtout de valoriser des espaces urbains, de créer, ramener de l'activité économique. Et du coup, là, on est dans cette phase où on teste des choses en espérant que ça va inspirer plein d'autres collectivités pour revenir sur cette question de ceinture nourricière. Alors, on a la chance que Paris... la métropole parisienne est assez dense par rapport à d'autres métropoles comme Londres, New York. Du coup, les terres agricoles sont assez proches du cœur urbain. Du coup, on peut arriver à créer un lien entre une relation entre des producteurs et puis des lieux de consommation au cœur de Paris, quoi. C'est pour ça qu'on souhaite associer. On peut imaginer que le quartier La Chapelle, dans lequel on est impliqué, établisse des liens directs avec les terres agricoles à Villiers-le-Bel, par exemple, où il y aurait une relation privilégiée avec ces producteurs. Même si du coup Paris ne peut pas se nourrir avec ces territoires dans ses limites administratives, mais on peut quand même créer des liens plus lointain, quoi. Voilà. Ok. Donc avant de vous laisser les questions, je pense, peut-être un dernier point, en rebond à ce qui a été dit, ce que tu disais, que ça peut inspirer d'autres collectivités. Tout à l'heure, je parlais d'imaginaire. Je pense qu'il faut planter un peu le décor, c'est-à-dire qu'en gros, imaginer une transformation du système alimentaire, sachant que quand même, on revient en arrière, 50 ans de révolution verte pour machiniser, industrialiser l'agriculture et perdre à peu près 80% des savoirs populaires autour de l'agriculture vivrière et autres, et se retrouver avec de l'hyperspécialisation et un statut de consommateur qui n'est pas le statut de producteur-consommateur que on pouvait connaître dans les fermes plus proches. Voilà. Donc en fait, on a mis 50 ans pour faire ça. C'est un rythme déjà d'une vitesse extraordinaire. Et là, on est en train de nous dire, les gars, en 2030, c'est la fin du monde. Allez-y, quoi. Vous avez 4 heures, vous avez 9 ans. Et d'imaginer qu'en très peu de temps, on va pouvoir faire une révolution ou une transformation drastique des systèmes dans lequel, mine de rien, tout le monde s'engage, en fait, c'est presque impossible. Il faut se poser la question de savoir déjà où est l'enjeu actuel et qu'est-ce que nous, on peut faire. Voilà, bonne question. Donc la suggestion qu'on voulait faire et qui est un peu aussi en ouverture de ça, on a essayé de l'explorer à travers ce projet Chrysalim dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la notion de commun intermédiaire, c'est-à-dire comment on invite des gens comme nous, des porteurs de projets, on a beaucoup de néo-maraîchers, on a plein de trucs, des gens qui ne connaissent pas l'agriculture ou l'alimentation, mais qui comprennent qu'il y a un enjeu assez important pour monter des projets, pour innover sur ce sujet. C'est en tirant parti des initiatives pionnières pour documenter, raconter ces histoires-là, de façon à en faire des ressources ouvertes pour un maximum de monde et monter des parcours à côté d'accompagnement, de rentrer là-dedans pour que de plus en plus de monde puisse avoir des voies d'accès
sur ce système, que ce soit prendre une décision dans un conseil alimentaire, que ce soit monter une épicerie collective, que ce soit investir un jardin, que ce soit... Voilà. Et le sujet que tu évoquais avec Quartier Nourricier, c'est de dire en fait ça va être bien joli, mais on reste dans l'ultra-local. Comment on va faire pour s'organiser de façon à aller peser dans des décisions à de plus hautes échelles, voilà. Jusqu'à des échelles qui seraient les échelles phares du territoire, c'est-à-dire la région principalement. Et là, on a encore un petit peu de chemin à faire. Voilà, donc c'est un petit peu cette perspective-là, peut-être qu'on peut essayer d'ouvrir et puis prendre vos questions sur le sujet. En vous écoutant parler sur la prise d'initiative et la participation qui émane beaucoup de la base finalement, et vu l'urgence et l'ampleur de la question, moi je m'interroge beaucoup sur la place de la politique publique. Alors où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans cette prise de conscience, dans l'impulsion ou l'accompagnement de politiques publiques qui iraient dans ce sens-là, voire même est-ce que l'alimentation n'est pas un service public, voilà. Et j'ai pas l'impression qu'au-delà des partenariats que vous avez évoqués avec les collectivités, que vous ayez évoqué ça, je suis sûre que vous avez des connaissances à ces niveaux-là, mais quand on parle de changer d'échelle, changer de niveau d'intervention et d'urgence, sans l'impulsion ou au moins l'accompagnement des pouvoirs publics, je m'interroge sur notre possibilité à faire ça. Et du coup, quand on est porteur de petits projets, qu'on agit à notre échelle et puis qu'on voit l'urgence et qu'on voit l'ampleur, ça peut être vite décourageant s'il n'y a pas une politique publique derrière, quoi. Donc voilà, je voulais vous interroger là-dessus. Parmi les politiques publiques, il y a les plans alimentaires territoriaux qui sont impulsés par l'État, qui sont destinés pris en main en général, mais je pense que tu connais mieux que moi, par souvent des intercommunalités ou alors des grandes métropoles en général, même si Paris, je pense qu'elle est en train de faire son propre projet alimentaire territorial. Du coup, voilà, c'est une sorte de stratégie alimentaire avec quelques financements, mais pas tant que ça, quoi. Mais après, ouais, c'est ça que je pense qu'on manque d'outils pour accompagner ça, en fait. Mais je pense qu'il faut rappeler quelque chose d'important sur le pouvoir public, au niveau territorial notamment, c'est les compétences de l'État en la matière. Et donc, par exemple, c'est assez intéressant de voir que les agglomérations n'ont pas de la compétence de l'alimentation dans leur mission, par exemple. Donc, ce n'est pas leur responsabilité première. Que les régions ont la restauration collective des lycées, par exemple. Que le département a la restauration collective des collèges. Et que les villes ont la restauration collective des écoles primaires. Voilà. Excusez-moi, je rigole, mais c'est pas très drôle. Donc, effectivement, il y a le ministère de l'Agriculture, à travers la DRAF, qui a mis en place cet outil, le projet alimentaire territorial, qui est en fait souvent deux choses. Un diagnostic du territoire, pour dire, ben voilà, il y a tant de bouches à nourrir, on a ça sur le territoire, on a tant de terres agricoles, on a machin et tout. Pour faire des objectifs stratégiques du genre, ben, on va renforcer ça, on va diversifier comme ça et tout. Et pour trouver des acteurs, pour porter des projets et le faire. Donc là, la question, elle est intéressante. Je vais prendre un exemple assez concret, donc des PAT. Dans le jargon, on dit des PAT, comme ça, on a l'impression que c'est un truc hyper clair, alors qu'en fait, il y a une grande diversité. Il y a Paris-Saclay, il y a un plateau de Saclay, il y en a un. Il y a Cergy-Pontoise, parc naturel du Vexin, il y en a un. La Seine-Saint-Denis est en train d'en faire un. Pleine Commune en fait un. Ils en font un. Alors, ils sont dans la Seine-Saint-Denis, mais ils disent, ouais, nous, on va en faire un peu plus spécialisé. Puis ils vont choper des financements de... J'ai parlé avec eux hier, c'est pour ça que je m'autorise à dire ça. Paris lance une structure dédiée quand même qui s'appelle Agri-Paris pour traiter de sa politique agriculture locale. Roissy, Pays de France, donc qui inclut le triangle de Gonesse, lance son projet alimentaire territorial. Et pour Roissy, Pays de France, c'est intéressant d'en parler un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges de ce PAT? Il y a le fait de dire, voilà les initiatives pilotes, pionnières sur notre territoire. On va citer,
justement la boucle alimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, on va citer l'association RER qui fait du chantier d'insertion, on va citer d'autres. En fait, on cite des initiatives pionnières, des démonstrateurs, et on dit, à partir de ça, ce qu'il y a sur notre territoire, aidez-nous à bâtir une politique publique qui soit cohérente avec ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cahier des charges de ce PAT, par exemple, il y a la mention des initiatives phares, et de dire, en fait, ce sont nos exemples pour bâtir une politique publique concrète à partir de là. Donc, c'est un bon exemple pour dire, voilà comment ça infuse dans les politiques publiques. 2, il y a cet outil du PAT, mais alors, imaginez quand même le bordel d'un PAT. On reprend Voici Pays de France, voilà la liste à l'après-vert du cahier des charges quand même. Alors, voici la production agricole, il faudrait relocaliser tant de filières, machin, c'est ça la tonne. La restauration collective, il faut répondre à la loi Egalim, il y a 50% de production locale, toc, toc, toc. Innovation sociale, il faut développer les chantiers d'insertion, machin truc, au moins tant de nouveaux emplois que les... Ouais, il y a une liste comme ça. Précarité alimentaire, il faut augmenter l'accès dans... Voilà. Et là, on a une liste comme ça, démerdez-vous pour faire une stratégie et mettre ça en œuvre. Donc le PAT, c'est un super outil, mais alors concrètement, c'est vachement dur à actionner. On est quand même sur 1 an et demi à 2 ans d'élaboration. Voilà. Et puis on a des super exemples, pardon, pour finir, comme la Gironde, pour ceux qui habitent. La Gironde qui est assez pionnier dans ce domaine-là, qui, avec une véritable impulsion de la région, a mis en place, à plein d'échelles différentes, des accompagnements sur ces schémas-là, on va dire, et qui peuvent être aussi des initiatives citoyennes, comme on entend parler de la fourche à la fourchette, du champ à l'assiette, tout ça, dont certains se font labelliser PAT après coup, voilà, comme à Mulhouse. Donc il y a des choses qui se font, mais c'est quand même complexe. Surtout dans le timing, quoi. Je vais faire un mouche du coche. Moi, j'avais une question que j'aurais bien aimé poser ce matin aussi à ceux qui faisaient du réemploi. C'est la notion des effets rebonds sur l'agriculture urbaine. Vous en avez parlé assez vite sur les sols, la pollution des sols, ou l'agriculture hors sol. Quand on fait des choix justement d'essayer pas de rebooter ou en tout cas de réassainir les choses, mais de faire des solutions qui restent quand même des solutions d'urgence, de faire de l'agriculture sur les toits, à quel moment on participe du problème en évitant de remonter à la source et à quel moment on fait partie de la solution, si on est sur une temporalité qui n'est pas celle de la nature pour déjà remettre au carré toutes les merdes qu'on a fait depuis 50 ans. Voilà, donc c'est un peu comment vous réagissez par rapport à ce genre d'effet rebond que malgré toute votre bonne volonté, vous pouvez ne pas y couper et contribuer à certains. Bon courage. C'est vrai qu'en agriculture urbaine, on voit un peu de tout, quoi, tout un tas de projets un peu qui sortent du monde des startups en fait, qui ont sauté sur le créneau pour produire en ville, hors sol, et notamment dans des sous-sols, des containers, etc. Et du coup, ça répond à une problématique de produire un peu de nourriture, même si ça nourrit, même comme ça nourrira pas toute la ville, mais en même temps, ça développe. Ça crée d'autres problèmes liés à l'énergie, aux ressources. Voilà, c'est vraiment des modèles très, très dispendieux, quoi. Moi, je pense qu'il faut un peu de tout, quoi. Mais des fois, on peut vraiment se questionner sur certains modèles, quoi. Qu'on lit de tout. Enfin, je pense que des fois, il faut se poser la question au lieu de... En fait, on peut voir des projets de création de jardins, de projets d'agriculture urbaine qui se créent sur des toits. Et puis après, quand on regarde en bas, enfin, qui se créent sur des toits avec un coût énorme, avec toute une logistique, avec des problèmes d'exploitation aussi, parce que voilà, faut prendre l'ascenseur ou voire même des escaliers, il faut ramener de la terre en haut. Enfin, c'est tout un problème logistique assez énorme alors que souvent en bas de l'immeuble, il y a des espaces libres qui sont parfois en pleine terre et qu'on n'investisse pas. Qu'on n'investit pas. Tout ça parce qu'il y a comme une mode de créer des jardins en toiture, tout comme il y a une mode des cultures hydroponiques sous LED, colorées, etc. Et du coup, on retrouve des projets où on investit des millions parfois pour produire pas forcément énormément de nourriture, alors qu'à côté, il y a des paysans qui, pour
beaucoup moins d'argent peuvent nourrir beaucoup plus de monde et ils galèrent un peu pour bien vivre de cette production. En fait, du coup, faut qu'on arrive à revaloriser ces producteurs traditionnels qui en même temps créent du paysage, enfin plein de services qu'on ne va pas retrouver parmi d'autres projets d'agriculture urbaine. Du coup, voilà, des fois, il faut relativiser entre les différents enjeux. Voilà, même si j'ai tendance à vouloir pousser différentes stratégies, différentes techniques pour aller investir le moindre espace urbain, quoi, mais des fois, il faut se poser la question des moyens par rapport aux bénéfices, quoi. On voit bien que la cybernétique un peu envahit ce qu'on appelle nature, qui n'est pas tout à fait la nature, mais qu'on domestique, etc. Mais on sait aussi que la mécanisation, ça a multiplié un peu par 8 la force humaine, donc dans la production de biens, de manière générique, et notamment sur l'agriculture. Comment on fait au moment, pareil, on a eu cette question tout à l'heure sur un autre atelier, c'est quand on a moins d'énergie, qu'elle est beaucoup plus chère, donc pour faire tourner des tracteurs, ou comment on absorbe ce choc. Et est-ce que c'est pas un choc qui est en partie lié au fait qu'on soit organisé de manière macro pour produire de la nourriture, alors que finalement, peut-être que si on était plus soi-même producteur, en partie en incluant la fabrication de notre nourriture dans notre temps de vie, on n'aurait pas déjà une partie du problème qui pourrait, non pas être résolu, mais un peu plus avancé. Et je pense à l'architecture des Earthships, par exemple, où les gens incluent, alors ça ne résout pas toutes les questions alimentaires, mais il y a des choses qui poussent dans la maison, par exemple. Donc ça ramène la nourriture et sa croissance à l'intérieur du foyer. Donc ça distribue d'une manière complètement différente. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une question, et en tout cas, ce que vous avez dit m'a fait surgir ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un enjeu sur la taille des exploitations, comme le disait Damien. Là, la plupart des exploitations en Île-de-France, elles sont sur des centaines d'hectares, quoi. Alors que là, il y a toute une mouvance, tout un tas d'expériences. C'est même pas de l'expérimentation, c'est des vraies expériences où c'est des producteurs qui sont sur des milliers de mètres carrés et qui démontrent qu'on peut se créer un chiffre d'affaires raisonnable sans non plus bosser plus de 15 heures par jour comme ça peut être le cas parfois, mais voilà, c'est à condition d'adopter certaines techniques. C'est ce qu'on appelle le maraîchage bio-intensif. Alors aux États-Unis, ils appellent ça la French Method. Ça a été redécouvert par des Américains qui sont allés voir ce qui se faisait autour de Paris à une époque. Enfin, au XXe siècle, il restait encore quelques exploitations comme ça qui en fait démontrent que le bassin, enfin l'agglomération parisienne avait les producteurs parmi les plus performants au monde. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres en Chine ou autres dont on ne connaît pas trop, quoi, mais c'était connu pour ça. En fait, plein de villes européennes allaient se former à Paris pour découvrir plein de techniques qui se sont développées à un moment, un peu un peu à la suite de l'exode rural, où il y a plein de paysans de diverses provinces en France qui sont allés à Paris trouver du boulot. Ils se sont retrouvés dans des métiers liés au maraîchage. Pareil, il y a eu pas mal de migrations d'autres pays qui sont allés monter à Paris, et ils se sont lancés aussi dans le maraîchage. Et c'est comme ça qu'on a eu plein de techniques qui ont été inventées à Paris grâce à ce brassage de compétences de toutes ces différentes cultures. Et ça a amené à des performances assez importante, quoi. Sur 1000 mètres carrés, ils pouvaient dégager 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, aux États-Unis, puis maintenant en France, il y a des acteurs qui sont en train d'adopter à nouveau ces techniques et de démontrer qu'on peut encore faire ça. Il y a une ferme qui est connue en Normandie, qui est le Bec et Loin, qui a fait une recherche là-dessus pour montrer qu'on pouvait payer
dégager un gros chiffre d'affaires sur 1000 mètres carrés. Bon, après, c'est à relativiser, ça marche parce qu'il y a un tel ou tel contexte, mais ça montre qu'il y a encore des pistes, il y a tout un tas de démonstrateurs là-dessus à mettre en place en ville pour montrer qu'à petite échelle, notamment si on reste dans les 1000 mètres carrés, on peut se passer des machines du coup, qui sont coûteuses en énergie et être en manuel sans se fatiguer. Quoi. Et voilà. Mais on manque de formation pour former les producteurs capables d'exploiter ça, parce que c'est vraiment très technique, exploiter en French méthode. Et du coup, on manque de formation, d'exemples, etc. Juste un complément peut-être. Après, il faut qu'on s'arrête peut-être. Moi, j'entends autre chose dans ta question. Parce qu'on est quand même un peu cannibalisé par cette idée que si on veut faire quelque chose, il faut que ce soit ou individuel ou sous forme d'achat d'un service ou d'un produit. Un petit peu. Bien sûr, c'est pas aussi caricaturé, mais ce qu'on a perdu aussi et qui revient justement beaucoup et qui est très présent dans d'autres communautés comme les Fab Labs ou les Makers, c'est comment on essaye de réinventer quelque chose à l'échelle d'un collectif. Et sur le sujet de l'alimentaire, c'est un sujet très intéressant parce que, par exemple, on parle de la production de chacun chez soi. C'est encore un imaginaire. Ah oui, moi chez moi, tiens, c'est mes carottes. Ce soir, on mange, j'ai produit. Ah ça, c'est mes courgettes que j'ai cuisinées. Elles sont là. C'est tout un imaginaire de pousser chez soi et tout ça. Mais si vous essayez de le faire vraiment et que vous avez des vies un peu occupées, moi, mes poireaux, ils avaient vraiment une sale gueule. Je peux dire, j'ai pas la main très verte. Je me suis tenté des trucs sous l'impulsion de ma femme. Et le résultat, c'était catastrophique. Notamment parce que je ne m'en suis pas occupé. Enfin bref, peu importe, je ne suis pas un très bon exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tout seul, dans nos vies, c'est compliqué de changer ça. Mais à 10, ça donne quoi? À 10 voisins, sur un pâté de maison, ça donnerait quoi si on réfléchissait à ça? Peut-être qu'il y en a qui ont plus de temps, peut-être qu'il y a des systèmes, il y en a qui ont plus de surface, il y en a machin. Alors on va trouver des petits systèmes comme ça sur les jardins familiaux et tout, mais on est très très loin d'être revenu à l'exploitation de ce potentiel-là. Tu parlais de machines, peut-être qu'on peut se les mutualiser les machines, voilà. Mais ça c'est un système encore particulier. Et moi ce que j'entends par rapport à ça, c'est que là il n'est pas question de produire pour vendre. Il est question de produire pour consommer, mais on ne peut pas le faire individuellement parce que c'est trop compliqué. C'est quoi l'échelle intermédiaire du collectif informel peut-être, qui peut relever un peu une partie de ce défi-là? Ça, c'est un vrai enjeu pour mettre en place ce genre de système, je pense. Conversation, un podcast proposé par l'association Fab City Grand Paris.